Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être présents pour cette quatrième rencontre du soir de l'École supérieure d'art de Lorraine à Metz. Avant de commencer, je souhaite remercier Frédéric, Morgane, Julien, Patrick ainsi que les étudiants de l'atelier Rekitz pour la mise en place de la régie. Je remercie également notre directrice Nathalie Fisser pour son accompagnement dans l'élaboration de ce cycle de conférences. Et enfin, un grand merci aux étudiants de l'option communication en deuxième année pour la réalisation des visuels de l'événement. Je m'appelle Léo Coquet, je suis enseignant ici à l'ESAL et j'ai le plaisir de programmer cette année le cycle des rencontres du soir. Ce cycle invite des artistes, des designers, des historiens et des historiennes de l'art, des sociologues et des auteuristes à venir présenter leurs recherches et partager leur approche méthodologique. Pensées comme un espace ouvert et accessible, ces rencontres s'adressent autant aux étudiants des écoles d'art qu'aux professionnels du design et de l'art, ainsi qu'à toute personne curieuse de découvrir des pratiques artistiques contemporaines, des démarches de recherche, des façons de faire et de penser l'image, le design ou l'art d'aujourd'hui. Ce soir, il sera question d'imaginaire. Imaginaire apocalyptique, imaginaire survivaliste, mais aussi fantasme de fin du monde, paysage post-apo et culture de l'effondrement. Dans un contexte marqué par le réchauffement climatique, la pandémie récente, les risques nucléaires, les catastrophes naturelles ou encore la présence obsédante des zombies dans la culture populaire, du cinéma aux jeux vidéo en passant par les expositions au musée, ces récits, loin d'être anodins, façonnent nos représentations de l'avenir et ils interrogent nos peurs, nos désirs, nos angoisses et parfois même nos stratégies de survie. Pour cette quatrième rencontre, nous avons le plaisir d'accueillir Bertrand Vidal, sociologue et maître de conférence à l'Université de Montpellier. Spécialiste de l'imaginaire, il est notamment l'auteur de Survivalisme, êtes-vous prêt à la fin du monde ? Paru en 2018 aux éditions Arquet, il s'agit d'un des premiers ouvrages en France à analyser en profondeur la communauté des survivalistes et la culture des preppers. Depuis plusieurs années, Bertrand Vidal étudie de près celles et ceux qui se préparent au When the shit hits the fan, autrement dit la fin du monde, entre villes en ruines fantasmées, paysages réensauvagés, anticipation anxieuse ou enthousiaste de l'effondrement, mais aussi bricolage, autosuffisance, mais aussi capitalisme absolu et désir de rupture. Bref, les imaginaires survivalistes constituent aujourd'hui une grille de lecture fascinante de notre époque et multiple. Ce soir, pendant 1 heure, il nous présentera ses recherches sur ces communautés, leurs pratiques, leurs récits et la manière dont elles cristallisent nos peurs comme nos projections futures. Merci à tous d'accueillir chaleureusement Bertrand Vidal et très bonne conférence à tous. Bonjour à tout le monde, merci beaucoup de cette invitation. Merci donc à l'équipe de l'ESAL, à la régie de tout ce travail, et merci sincèrement à Léo pour m'avoir invité. Donc je vais vous présenter, comme je vous disais, mes recherches mince, qu'est-ce que j'ai fait ? Et commencer donc par un trope, quelque chose de essentiel dans la culture survivaliste, ou en tout cas de l'imaginaire survivaliste. En fait, pour le survivaliste, il y a deux types de personnes. Lui, le survivaliste, et le bisounours. Les bisounours, bien sûr, ce ne sont pas des peluches multicolores, mais une vitupération fantasmatique, quelque chose de profondément méphitique. Ce sont, pour les survivalistes, en fait, nos voisins, les journalistes, beaucoup, souvent, les étudiants, vous-même, donc. Certains sites, les survivalistes, les youtubeuses beauté, bref, tous ceux qui vivent, pour eux, en fait, dans et grâce à ce que les survivalistes appellent la grille, ce vaste réseau d'interdépendance qui nous permet de maintenir une vie confortable, une vie superficielle. Et pour un survivaliste, si un jour un bisounours frappe à la porte de ce qu'ils appellent la BAD, la base autonome durable, ou ce qu'on conçoit dans notre imaginaire, le bunker, il faut surtout pas l'ouvrir. Si jamais il persiste et qu'il continue de taper à la porte, alors là, on peut tirer. En fait, aujourd'hui, je vais vous proposer de discuter en fait de cette injonction ultime, en fait, paradoxale à l'univers du survivaliste. Le survivaliste préférera abattre en fait le lien social par peur que la solidarité sociale ne l'achève, et donc essayer de vous parler, d'aborder tout ce système de valeurs, toute cette culture, tout cet imaginaire, tout ce que j'ai repris à l'historien Michel Pastoureau et aussi à mon ami et collègue Aurélien Fouillet, cet enromancement du monde, cette narration en fait très anxiogène du monde qui va structurer cette culture, et on essaiera à la fin donc de discuter de comment appréhender cet univers-là.
autrefois marginal pardon, et relégué aux marges libertariennes, conspirationnistes et xénophobes nord-américaines essentiellement, le survivalisme devient aujourd'hui quelque chose de très connu, quelque chose de presque mainstream. La pop culture s'empare de ces angoisses, de ces imaginaires et parfois même de ces solutions. On a déjà entendu parler de The Last of Us, Fallout, The Rain, ou toutes les séries, les jeux vidéo, la littérature à la mode dite post-apo qui va nous présenter en fait des survivants. Bref, en fait, dans notre imaginaire collectif, dans notre représentation englobante, culturelle, masse culturelle, dans les industries culturelles, et surtout quand elles s'emparent du futur, dans ce qu'on appelle dans les futurologies, nous passons des Jetsons, je ne sais pas si vous connaissez l'analogan futuriste de la famille Pierre à Feu, à Mad Max, cette fois l'analogon futuriste de la guerre du feu, et donc la lutte pour la mort, la lutte pour l'essence, pardon, la lutte à mort pour l'essence, l'emporte sur nos rêves, nos anciens rêves, désormais surannés de voitures volantes. À côté de cela, ce qui était autrefois murmuré du bout des lèvres, autrement dit l'extinction finale vers laquelle nous entraîne l'avenir de la société thermo-industrielle, est désormais scientifiquement argumenté. Érosion de la biodiversité, empoisonnement des milieux, tensions géopolitiques, confrontations militaires, repli identitaire. L'apocalypse semble devenir notre avenir officiel. Mais le pire dans tout ça, c'est que nous avons cette impression que c'est pour bientôt, c'est pour très bientôt. C'est ce que confirme, ici vous avez tableau, un sondage plus ou moins sérieux. Après, en sociologie, il faut toujours faire une critique de ces sondages d'opinion. Le Pierre Bourdieu disait l'opinion publique n'existe pas. Mais il est vrai que à côté de ce phénomène pop culturel, la question donc de la culture de masse, la culture pop qui s'empare des angoisses survivalistes, les Français, les Italiens, les Anglais, les Américains, les Allemands ont tendance à croire, en tout cas être d'accord à cette question que nous nous approchons peut-être d'un effondrement. En tout cas, ici, vous avez les statistiques qui relèvent, notamment en France, Italie et Royaume-Uni, États-Unis aussi, que une large propension de la population estime que la civilisation telle que nous la connaissons actuellement va s'effondrer dans les années à venir. À savoir donc dans les 10-20 ans maximum, prochaines années. En outre, en fait, si l'on prend d'autres sondages, notamment un de YouGov, ici il s'agit de la Fondation Jean Jaurès et de l'IFOP, la solution ou l'option survivaliste, c'est-à-dire une option fondée sur la mise en concurrence des individus, va gagner aussi l'opinion publique. La majorité des sondés ne font confiance, en tout cas déclarent ne faire confiance ni aux scientifiques. 8% des sondés disent que pour nous sauver de cet effondrement à venir, on peut faire confiance aux scientifiques. 14% aux États. La majorité, en fait, disent qu'on ne peut faire confiance que dans nos penchants égoïstes. Autrement dit, l'avenir n'est absolument plus un refuge. Mais c'est là que réside sans doute un grand paradoxe. Si le survivalisme se présente comme une rupture avec les dérives de notre société consumériste, en fait, ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, est-ce qu'il ne serait pas plutôt paradoxalement une extension de ces logiques les plus toxiques, les plus délétères ? Ma thèse, en fait, et que le survivalisme n'est absolument pas un retour au réel, mais comme le souligne un des premiers sociologues à avoir étudié la question dans les années 2000, si je ne me trompe pas, Richard Mitchell, est une danse au seuil de l'apocalypse, autrement dit un spectacle performatif qui s'appuie sur un simulacre, une vision complètement fantasmagorique, fantasmée de la survie, proposant une sotériologie, c'est-à-dire une doctrine du salut, une doctrine de la rédemption, une doctrine de la survie,
qui va s'obtenir par essentiellement l'isolement, voire le mépris. On connaît les bunkers de l'apocalypse, en tout cas on s'imagine ce que ça peut être, hein, pour les plus fortunés, voire les plus opportunistes, ou ce que dans l'imaginaire survivaliste on appelle dans les écrits qu'on va retrouver à partir des années 60, la survival retreat, la retraite de survie, la BAD, la base autonome durable pour les plus modestes, mais aussi peut-être pour les plus embéguinés, les plus convaincus du mouvement. Autrement dit, on survit, et c'est ce qu'on peut voir dans les récits, les créations survivalistes, dans des dispositifs qui visent à configurer, reconfigurer, voire plutôt même défigurer la conscience sociale, l'être ensemble, autrement dit, à une guerre de tous contre tous. Autre paradoxe quand même qui pour moi est essentiel à voir, c'est que si les idées de résilience, de préparation individuelle à l'effondrement qui vient, on le vend en poupe, sont même inscrites à l'agenda public, avec ici le manuel Tous responsables, qui est sorti il y a une semaine, je crois, ou 10 jours, je ne sais plus, que j'espère que vous avez tous consulté. C'est essentiel. La catastrophe n'est plus du tout une fiction. Elle est désormais, en tout cas avec ce manuel, elle devient une éventualité administrement validée. L'État va nous lister toute une série de catastrophes. On a des images, des inondations. On parle même de catastrophes informatiques qui est envisagée, ou liées à la désinformation plutôt, la guerre, les intempéries, tout ce qu'on peut connaître en fait. C'est absolument plus une fiction, et notre rapport au quotidien doit impérativement être modifié. Même à nos objets, hein. Quand on prend le manuel, c'est assez fascinant, hein. Si j'ai un verre d'eau, sous la table une bouteille d'eau, c'est quelque chose de l'ordre d'une boisson, hein, qui sert simplement à assouvir un besoin. On nous invite aussi d'avoir des radios à piles qui sont pour nous aujourd'hui en fait des antiquités. Mais une fois qu'on a lu ce manuel, la bouteille d'eau, le verre d'eau, la radio à piles ne sont plus du tout du même domaine. Ça change en fait de destination. L'eau, la bouteille d'eau devient une ressource stratégique de survie. On est vraiment dans cet univers-là, hein, dans ce manuel-là. La radio à pile devient en fait le dernier lien qui pourrait nous rester avec les autorités toujours en place en cas de blackout, parce qu'on peut laisser tomber tout, nos téléphones, nos smartphones, nos télévisions. En fait, c'est précisé, hein, dans le manuel. Bref, notre domicile, notre lieu de vie quotidien, notre lieu de cocooning ne l'est plus. Il est redéfini, comme on dit en sociologie, comme étant une base autonome qui doit être logistiquement capable de tenir un siège et c'est là aussi, c'est issu de l'imaginaire survivaliste, ou de la question de survie, au minimum 72 heures. Il y a ce qu'on appelle donc en sociologie une forme de redéfinition de la situation par l'administration et les pouvoirs publics en faveur ici d'un imaginaire survivaliste. Le pire, c'est inscrit, c'est désormais certain, va arriver. Et comme l'État-providence, l'État social ne parvient plus à assurer ses missions, je ne peux compter que sur moi-même. C'est le gouvernement, hein, c'est signé avec un joli petit drapeau qui nous le dit. Et pourtant, à côté de ça, l'opprobre est lancé contre ceux qui se préparent à l'effondrement aux temps incertains, les survivalistes. Quand les médias s'emparent du phénomène, ce n'est que caricature. Ceux qui se préparent sont des paranos, des complotistes, des illuminés. D'où les objectifs qui ont toujours guidé mes recherches, en fait, proposer une vision critique du survivalisme, mais également suivre deux principaux objectifs via une enquête sociologique, une enquête de terrain. On en rediscutera, une ethnographie, une ethnographie des networks, hein, des médias sociaux, qui vise à une immersion dans cette culture survivaliste, et donc ne surtout pas, ou ne pas simplement m'intéresser aux principaux gourous du mouvement, mais à sa dimension ordinaire.
Autrement dit, à comment l'expérience de cet apocalypse à venir est vécue au jour le jour, comment elle va s'incarner, soit un intérêt sur des profils ordinaires, non sur des news, sur celles des leaders du mouvement, puisque la plupart des survivalistes ne les connaissent pas, n'ont même jamais, en tout cas les survivalistes que j'ai eu l'occasion de fréquenter, n'ont jamais entendu parler de Kurt Saxon, l'inventeur du néologisme, Don Stephens, un éco-architecte qui a participé à vulgariser, oui, la notion de survival retreat, de retraite de survie, de base autonome, de lieux durables et aussi protégés. Et bien sûr des influenceurs plus récents et toujours autant critiquables. En fait, les univers du sens du survivalisme, comme ces angoisses, ces anticipations, ces solutions sont bien trop polysémiques en fait pour se laisser enfermer dans un évangile. Il existe de multiples formes de survivalisme. Ça, c'est un tableau qu'on retrouve dans Libération, un article de 2018, si je ne me trompe pas, de 2019. S'il existe en fait de multiples formes de survivalisme, c'est que principalement l'acquisition des compétences du survivant idéal compte davantage que la cohérence générale d'un catéchisme cousu de fil blanc. Et de facto, donc, autre objectif, proposer autre chose que la représentation médiatique du survivaliste, c'est-à-dire celle du parano surarmé, ce qu'on doit imaginer, que vous devez avoir en tête. On ne va pas parler forcément de ça. Parano surarmé terré dans un bunker, proche des milices d'extrême droite, malgré, bien sûr, et ça on ne peut pas le nier, les origines libertariennes. Alors, c'est pas grave d'être libertarien, mais libertarienne et néo-nazie, clairement, du mouvement aux États-Unis dans les années 1960-70, et d'autre part, quand il est arrivé en Europe dans les années 1980, son implantation via le GUD, le groupe Union de Défense. Si vous ne connaissez pas, une organisation donc, étudiante, identitaire, révolutionnaire, fasciste, réputé néo-fasciste, réputé donc pour ses actions violentes. À vrai dire, si j'avais ces objectifs-là, c'était essentiellement parce que c'est la manière dont j'ai rencontré les survivalistes pour la première fois a fait quelque chose de l'ordre d'un choc pour ma part, en tout cas qui m'a influencé dans cette perspective. En fait, c'était en 2012. En 2012, nous étions en pleine fièvre médiatique autour d'un scénario assez rocambolesque. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. La fin du monde liée au calendrier Maya, c'est-à-dire le 21 décembre 2012, 12h12 pétante, tout allait péter. Tout allait exploser, c'était la fin du monde. Je me souviens d'un reportage où l'on voyait Sylvain Durif, ça vous dit quelque chose, le Christ cosmique, qui était dans un petit village de l'Aude, Bugarache. D'ailleurs, j'ai été invité à ce village pour fêter joyeusement la fin du monde et pas pour me préparer. Mais Sylvain Durif indiquait une grotte dans le village où la Vierge Marie ainsi que les extraterrestres, alors je ne sais plus quelle planète, allaient pouvoir nous sauver. Et donc, je terminais une thèse sur la question du risque, des imaginaires des catastrophes, et c'est là que j'ai découvert le mouvement, d'abord médiatiquement en fait, mais en fait j'entendais parler de ces paranos, ces hurluberlus de l'apocalypse, mais en discutant de mes travaux de recherche, donc sur les questions assez sérieuses de communication du risque, de prévention, de choses comme ça, avec des doctorants, des masters, des collègues administratifs aussi, j'ai découvert en tout cas des personnes qui se disaient être survivalistes. Et c'était en rupture radicale en fait avec ce que présentaient les médias, et surtout même si on avait des traces, des études ou cet imaginaire dont je vous parlais du parano surarmé, ce n'était pas en pleine nature. Que j'ai rencontré les survivalistes, ce n'était pas dans des clubs d'autodéfense, des clubs purement masculins non plus, mais vraiment au sein de l'université française. C'était 2 ans après la grippe A, des personnes qui utilisaient encore du gel hydroalcoolique. Bon, maintenant on en utilise, c'est notre lot commun, mais bon, on avait arrêté la grippe A, donc c'était passé très vite.
une grippe, on va dire, plutôt médiatique que réelle. Mais je me disais, en fait, j'étais face à des angoissés, j'étais face à des paranos, hein, ces hurluberlus de l'apocalypse. Mais c'était quand même bizarre parce que je retrouvais des profils qui étaient sensiblement comparables aux miens. Même exactement, hein, je vous disais, je travaillais à l'époque à la bibliothèque universitaire, j'étais encore doctorant, donc c'était vraiment mes collègues de la bibliothèque également. Donc des personnes qui s'étaient lancées dans des études assez longues, des collègues diplômés, parfois surdiplômés, qui étaient dotés d'un esprit critique. On ne discutait pas que de fin du monde, on discutait de politique, on discutait de beaucoup de choses, comme on fait entre doctorants. Mais en fait, je voyais un décalage énorme en ce qu'on présentait médiatiquement, hein, cette image d'Épinal du survivaliste, médiatique donc, et le survivalisme tel qu'il était incarné au quotidien. Ce décalage aujourd'hui me semble assez limpide. En fait, la disqualification sociale, pardon, est sans doute une porte d'entrée dans l'univers du survivalisme et permet en fait de comprendre toute la pratique et toute la socialité aussi survivaliste. En d'autres termes, ce que je veux vous dire par là, c'est que la croyance en la fin du monde, telle que nous la connaissons, euh, la fin de la civilisation telle que nous la connaissons, qu'on peut retrouver dans le sondage présenté, proviendrait en fait plutôt d'un sentiment de déclassement, d'absence de contrôle sur ces conditions de vie, voire d'un sentiment de privilège perdu en fait. Toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, je vous disais, étaient sans exception des personnes cultivées, des personnes diplômées aussi, hein, déjà un bac+5 de l'université, mes premiers informateurs, ce qu'on appelle les informateurs en sociologie, les personnes qui vont indiquer comment une culture se vit au jour le jour, quels sont les codes, les langages. Dans l'univers du survivalisme, il y a énormément d'acronymes aussi, et donc on ne peut pas l'apprendre simplement, il n'y a pas de dictionnaire en fait, et donc c'est en discutant avec ces personnes-là qui étaient cultivées, qui étaient diplômées de l'université, qui, donc je vous disais, avec un bac+5, parfois comme moi, étaient déjà en doctorat, donc bac+7, bac+8, et combien, oui, bac+8, moi je crois que j'ai arrêté donc 3 ans après, 4 ans après, donc bac+9. Quelque chose aussi que j'ai pu remarquer plus tardivement, en fait, mais tous les survivalistes que j'ai eu l'occasion de fréquenter étaient en possession d'un objet que la population française, que toute la population française ne possède pas, une bibliothèque. Une bibliothèque, certes, emplie de certains romans, ouvrages très marqués, on va dire, politiquement, idéologiquement, mais avec une large aussi propension d'essais scientifiques, de rapports techniques, techniciens, en fait, sur la question géopolitique, la question économique, la question environnementale. Bref, des rapports scientifiques sur notre effondrement, sur notre possible effondrement. Et cela, en fait, posséder ces objets-là témoigne en fait d'un marqueur social. On peut appréhender aussi le survivalisme par cela. Hein. L'objet qu'on va posséder aussi possède une identité. Ici, la bibliothèque, c'est, comme on peut le voir dans la sociologie d'obédience bourdieusienne, en fait, c'est que devenir survivaliste ou se dire survivaliste témoignerait donc d'une sensibilité de classe sociale. C'est-à-dire que non pas un simple présage, un simple sentiment, cette idée de fin du monde, mais le devenir survivaliste relèverait en fait d'un rapport éduqué, cultivé au monde et à la connaissance. Une construction, bref, socio-cognitive émanant d'une éducation socialement structurée au risque, étayé donc par ce qu'on appelle en sociologie la maîtrise de capitaux culturels, c'est-à-dire les ressources culturelles mobilisables par l'individu pour se mouvoir dans le monde social, à l'instar donc des livres, des diplômes, mais aussi toute la vision théorique et pratique du monde social qui va en découler, selon le sociologue Pierre Bourdieu.
Alors toutefois, bien sûr, le survivalisme, le survivalisme n'est pas le privilège exclusif d'une classe uniquement cultivée de la population, tant s'en faut. La raison première du devenir survivaliste, on peut la trouver ailleurs. Tout comme moi, les individus que j'ai rencontrés, et c'est vrai que j'ai eu cette tentation du survivalisme, au départ vivaient de boulot alimentaire qui n'avait rien à voir avec leurs études, ou en tout cas de boulot qui était en inadéquation radicale avec leur aspiration individuelle, la vision qu'ils se faisaient de leur avenir. Vision pour laquelle ils avaient pourtant consacré du temps, leurs études, euh, euh, leurs finances, hein, celles de leurs proches aussi. Bref, ils avaient presque tout consacré en fait à cela. C'était des individus qui avaient joué le jeu de la société, et pour certains, je vous disais, avec un certain jusqu'au boutisme, hein, 7, 9 ans d'études, 5 ans au minimum, post-bac. Et en contrepartie, que leur offrait la société? Au mieux, je vous disais, j'avais un job à la bibliothèque, mais parfois c'était dans l'administration, pour beaucoup d'autres c'était un travail au fast-food du coin, comme manutentionnaire ou agent de caisse dans la supérette de quartier. En bref, pas grand-chose, la société offrait pas grand-chose, il y avait une inadéquation, et c'était le ressentiment qui dominait, cette force en fait de rumination mortifère, de vexation narcissique, qui n'est jamais la traduction directe d'un traumatisme, d'une souffrance réellement éprouvée, mais comme l'analyse le chercheur Florian Guénard, une passion sociale démocratique, paradoxalement, créatrice de valeurs, qui, loin d'être seulement une manifestation de l'impuissance ou de désir de vengeance rentrée, en fait, quelque chose de négatif, est plutôt une réaction à l'inachèvement de l'égalité dont nos sociétés méritocratiques sont pourtant la promesse. Ressentiment qui tendait malheureusement en fait à se retourner contre une altérité fantasmée, et une altérité un peu fourre-tout, hein, ce que les survivalistes appellent le système. Quelque chose nous domine, c'est le système, on ne peut rien y faire, et donc on est des pions dans cet échiquier-là. Car en effet, en fait, malgré les investissements financiers, les symboliques très lourds que tous avaient dû consentir, ce dont on se savait héritier, ce dont les personnes que j'ai rencontrées se savaient héritiers, ils en étaient certains, et cela à plus ou moins courte échéance, c'était le précariat matériel, voire même le précariat immatériel, l'incertitude généralisée, bizarrement, paradoxalement, la seule et unique certitude quand tout nous semble incertain, fragile, flottant, voire pipé, joué d'avance en fait. Et ici, on comprend dès lors la logique du survivalisme. Se dire survivaliste, si c'est, comme Léo l'a dit, hein, voir dans la catastrophe aussi quelque chose d'enthousiasmant, hein, le sociologue Henri-Pierre Jeudi parle de désir de catastrophe, c'est-à-dire voir dans la catastrophe une forme d'opportunité. Vous avez Richard Mitchell, Lina Ram, Mathieu Burgalassi, des chercheurs qui ont travaillé, qui voient en fait ce désir de catastrophe. La catastrophe est une opportunité. C'est justement parce que cette dernière, donc on l'appelle le Teotwaki, The End of the World as We Know It, la fin du monde tel que nous le connaissons, s'inscrit dans une trame narrative qui permet de comprendre le survivalisme, et surtout qui leur permet à eux-mêmes, donc autrement dit, je disais, permet de comprendre le survivalisme. On peut comprendre le survivalisme qu'en comprenant l'histoire qu'il raconte, une histoire dans laquelle, en fait, ces protagonistes donc, vont pouvoir s'évader dans les paradoxes de ce que le H.G. Wells appelait un rêve d'apocalypse. En effet, dans le monde d'après, dans le monde post-apo, post-catastrophe, when the shit hits the fan, en fait, dans ce monde anticipé par les survivalistes, il a quelque chose de séducteur. C'est un monde renversé, un upside down, dans lequel les losers d'aujourd'hui deviendront les winners de demain, puisque l'événement catastrophe, le Teotwaki, la merde qui frappe le ventilateur, fera table rase de toutes les logiques de domination et de hiérarchie sociale présentes.
Si dans le monde d'après, tous nos problèmes et peut-être même toutes nos souffrances et notre amertume ne seront plus, c'est que le survivaliste, c'est ce qu'il se dit, ne sera plus un pion dans l'échiquier de l'absurde, mais pourra se relever comme une véritable élite, comme un élu de l'apocalypse. Vivement le Doomsday. Personne ne voulait m'écouter, ma famille me prenait pour un fou, qu'il crève maintenant. Moi, je suis prêt. C'est ce que m'avait dit en fait un de mes informateurs à la veille du premier confinement de 2020. Euh, Bien qu'assez effrayante, j'estime que cette anecdote témoigne de l'autorité, qu'on pourrait dire quasi incantatoire, de la projection dans l'après, à savoir la fonction essentielle pour la lutte contre la disqualification sociale, le sentiment de déclassement qu'a en fait cette fiction qui est racontée. C'est le même principe qu'on va retrouver chez les premiers chrétiens lorsqu'ils en appelaient à l'apocalypse. Solliciter le pouvoir monitoire de la fiction, quelque chose que l'on sait qui est peut-être faux, en tout cas d'une histoire racontée plutôt, on ne va pas dire que c'est faux, pour lutter contre un système de domination, tout en s'échappant des langueurs et des affres du sentiment de vivre dans un monde faux, un monde aliénant, le monde du quotidien. Se projeter donc le temps d'une histoire, si terrible, si horrible soit-elle, dans un univers où on ne se posera plus aucune question, où il ne sera le poids des normes, les conventions sociales, les faux semblants, en fait, se seront écroulés. Il ne faudra plus rien faire d'autre que survivre, et pour beaucoup également survivre en deux mots, en fait, vivre dans un monde imaginé comme plus trépidant, authentique, et donc paradoxalement plus réel, stimulant que la routine du métro, boulot, dodo. Ici, vous avez une image en fait de Mick Dodge, dit l'ermite de l'Idaho, si je ne me trompe pas. Donc c'est une émission de télé-réalité, mais en fait, il représente en fait cette incarnation, retour dans les bois, retour dans la forêt, où on va s'éclater, marcher pieds nus, et puis toujours aller vite, alors que ici, tout est prévisible en fait. Tout est prévisible et aligné, et pipé, joué d'avance. En ce sens, en fait, l'objectif de mes recherches a constitué à restituer, en passant donc par ce poids de la question. Hein, vous avez eu tout tableau, on n'en a pas parlé, le théorème de Thomas, en fait, la définition de la situation, qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice, l'importance des histoires qui sont racontées, pour appréhender la réalité, pour appréhender la perception que l'on a du monde, partir de ces histoires-là pour restituer les rationalités survivalistes. Mais l'essentiel, c'était de partir de pratiques survivalistes. Partir des pratiques survivalistes, savoir en fait ce que le survivaliste faisait au quotidien. Pour le survivaliste, la première chose à faire, c'est dit-il, mettre ses lunettes de pessimiste. Il faut analyser la situation, voir ce qui pourrait clocher et partir de là. C'est à partir de ce qui pourrait clocher qu'on peut comprendre et prendre les premières précautions. De toute façon, le temps presse. Shit hits the fan, ça va merder en fait. Il faut préparer son kit de survie, son EDC, everyday carry, tout ce que je porte sur moi tous les jours. Bon, bien sûr, hein, des choses assez banales, hein, mes papiers d'identité, les survivalistes sont assez rationnels, hein, très rationnels, même un peu trop rationnels sur certains points, mais toujours imaginer le pire. Pourquoi pas un petit couteau? Bon, bien sûr, hein, ça peut toujours servir, mais pourquoi pas aussi pour se défendre. Bien sûr, toujours avoir un double de batterie, un double de clé. Il faut, voilà. Ça commence à faire lourd. Mais en tout cas, il faut préparer un kit de survie, ça c'est nécessaire, parce que si je prends la route, si je prends le tramway, le métro, le bus, je peux avoir un accident, tout peut arriver en fait. Donc je dois toujours être prêt, c'est l'essentiel. Toujours être prêt au pire et toujours être prêt à fuir ce qu'on pourrait retrouver chez le fondateur du néologisme, hein, Kurt Saxon, ce Disneyland for Dummies, ce parc d'attractions pour imbéciles, pour idiots dans lequel nous vivons. Il faut fuir à toute vitesse, il faut fuir le système, c'est la base. Et pour ce faire, en fait, le survivaliste doit
avoir à l'esprit que certes, le matos, les outils, c'est important, mais que même les plus performants peuvent un jour s'user, s'abîmer, être perdus, voire être volés. Il faut toujours imaginer le pire, la merde appelle la merde. Ce qui, en tout cas, en revanche, ne pourra jamais être altéré, c'est ce que les survivalistes appellent le sac. Le sac personnel, c'est-à-dire les savoir-faire, les attitudes, les connaissances, ces choses-là, déclare l'instigateur du réseau survivaliste francophone sur Facebook, un réseau d'à peu près, le réseau principal, je crois qu'il y a 9500 personnes actives. Il faudrait que j'aille vérifier. Une sous-centaine de pages selon les communautés, dans des grandes villes. Parfois, il y a 2-3 communautés qui existent, survivalistes, donc plusieurs dizaines de milliers de personnes peut-être derrière ce réseau. Donc déclare Volvest qui, en février, si je ne me trompe pas, 2012, a proposé sur son blog de créer un réseau, et je crois qu'à partir de mars, le réseau s'est lancé sur Facebook. Désormais, il existe des sous-réseaux sur Telegram, sur WhatsApp et autres, un peu plus privés, un peu plus difficiles d'accès. Nous dit Volvest, donc un influenceur américain mais francophone, ces choses-là, le sac savoir-faire, attitude, connaissance, je ne peux pas les perdre, on ne peut pas me les prendre, on ne peut pas me les voler, ça ne tient pas dans un sac, c'est donc parfait. Cependant, en concevant son sac, donc nos savoir-faire, nos attitudes, nos conséquences, il faut, parce qu'on est dans une culture qui est quasi militaire, faite énormément d'acronymes et aussi de règles. C'est ça aussi que d'appréhender l'univers survivaliste, voir tout ce qui est raconté, toutes ces pas des fictions, mais toutes ces histoires qui vont donner sens à la pratique survivaliste, qui donc d'abord partir des fictions, de ce que l'on raconte pour comprendre les pratiques, mais comprendre que les pratiques sont encastrées dans ces fictions-là. Il faut garder une règle primordiale, vous disais-je, qui orientera les priorités, ce qu'on va porter sur soi, ce qu'on va mettre dans son sac, dans son kit de survie. La règle des 3. 3 secondes d'inattention, 3 minutes sans respirer, 3 heures sans thermorégulation, 3 jours sans boire, 3 semaines sans se nourrir, 3 mois sans relation sociale, et c'est foutu. C'est la mort. À cela s'ajoute une autre convention, là aussi une forme d'acronyme, excusez-moi, les 5 C. Avant d'entasser tout n'importe quoi dans son bob, bug out bag, le sac d'évacuation, pas le bob sur la tête. Là aussi, c'est des termes qui sont détournés, c'est des termes qui, c'est ça, pénétrer dans l'univers du survivalisme, c'est comprendre que c'est aussi un langage, il y a des rituels, il y a des activités, il y a des pratiques, et donc cela ne peut se faire, mais on en reparlera, que par une immersion prolongée, ce qu'on appelle en sociologie une immersion prolongée dans la culture survivaliste. Le bug out bag, le sac, autrement dit d'évacuation, il faut penser à prendre donc un contenant. Idéal, c'est une gourde en métal qui peut contenir bien sûr de l'eau, mais qui peut aussi, par ébullition, pourquoi pas, être purifié. Une couverture isotherme, un tarp aussi, une tente. L'avantage, ça permet de pouvoir protéger des intempéries, mais aussi isoler le sol. Quand on peut s'arrêter, moi je m'en sers surtout pour faire du pique-nique. Mais bon, pour bivouaquer, pourquoi pas, ça peut être aussi utilisé, parce qu'on peut s'en servir pour construire justement son bivouac, sa tente. Donc autrement dit, pour se protéger de l'eau de pluie. Il faut aussi penser à prendre du combustible. Ça d'ailleurs on le retrouve aussi, ces trois éléments, on va le retrouver dans le manuel Tous résilients de l'État, du gouvernement. Alors bien sûr un briquet, des allumettes, mais les plus téméraires prendront simplement deux bouts de bois, deux cailloux, sinon un fire steel, ça fait partie des objets fétiches du mouvement aussi, une sorte de pierre à feu.
voire encore un briquet tempête. Du cordage, c'est très utile aussi, hein, ça va être utilisé à transporter son pactage, mais aussi ça va nous permettre, en fait, lors des 72 heures, les scénarios officiels, ou voire plus, hein, le grand Teotihuacan, de fabriquer des outils, de pouvoir porter des individus, de pouvoir fabriquer peut-être des pièges, voire même, et c'est précisé dans l'univers survivaliste, pourquoi pas, on peut ligoter quelqu'un avec une corde. De quoi couper, je vous disais, un couteau, ça sert à plein de choses, une hache, une machette, en fait, l'important c'est la polyvalence de l'outil, qui peut nous servir comme un outil, mais aussi qui peut nous servir, c'est précisé dans l'avenir, dans l'esprit survivaliste, dans l'imaginaire survivaliste, dans les écrits survivalistes, pourquoi pas une arme, parce qu'après avoir ligoté, voilà, on est toujours dans cet imaginaire. Bien sûr, d'autres indispensables, hein, kit médical, etc., radio à pile, comme on a abordé tout à l'heure avec le kit du gouvernement. Si pour tout un chacun, cela peut s'apparenter à quelque chose soit un peu d'effrayant, soit de très amusant, en fait, un peu de scoutisme, un peu quelque chose de l'ordre de se procurer des frissons superficiels, de jouer à l'aventurier. Pour le survivaliste, rien d'amusant là-dedans, en fait. Au contraire, plutôt la préparation très grave à la fin programmée de notre société consumériste, société du confort. Le survivalisme, en fait, est un mouvement né dans les années 1960-1970 aux États-Unis, sous la plume, je vous disais, de Kurt Saxon, le Saxon brutal. Là aussi, on est dans une histoire qui est racontée, plutôt Donald Eugene Cisco, qui était un libertarien, membre, je vous disais tout à l'heure néo-nazi, je me suis trompé, mais carrément membre du parti nazi américain, c'est même pas néo-nazi, ça existe, de l'église de Satan, de l'église de Scientologie et des Minutemen. Donc un sombre personnage, en fait, hein, Kurt Saxon, qui invente ce terme. Il est inculpé très rapidement dans les années 70 pour incitation au terrorisme en raison de ses écrits. J'ai oublié le terme, mais du dark do it yourself, hein, qui nous invente, qui nous propose en fait de construire des bombes artisanales à partir de rien. Ici, c'est une vidéo qu'on trouve de lui, hein, n'allez pas la voir, sur YouTube, où il nous apprend à faire de la ricine, de l'anthrax, comment mettre de l'anthrax dans une lettre et de l'envoyer voilà. À ce qu'il déclare être les ennemis de la nation. Les communistes essentiellement, les immigrés, les alcooliques, les prostituées et les étudiants qui ne servent à rien, qui sont des inutiles. Avant d'être une contre-culture, en fait, le terme décrit le mode de vie pour Kurt Saxon, Donald Eugene Cisco, des pionniers du Far West. Leur ingéniosité, leur aptitude à survivre en milieu hostile, la vie à la rude, la vraie vie, en fait, et comment s'en sortir avec... vulgairement, sa bite et son couteau. Aujourd'hui, en fait, c'est plus forcément la même chose. Le survivalisme va toucher des universitaires, en tout cas, ou des étudiants. C'est aux grandes dames de Kurt Saxon. Le survivalisme connaît un réel succès, un réel comeback qui se manifeste au moment même où l'ambiance paraît très anxiogène. Je vous parlais du réseau survivaliste francophone, mais pas simplement. Nous avons aussi des revues. Nous avons la revue Survival, 60 numéros déjà, si je ne me trompe pas. Peut-être que je dis une bêtise. Mais vous avez aussi depuis 2018, je crois que maintenant il a été expatrié en Suisse, où c'est un parallèle, le salon du survivalisme qui a lieu en fait à Paris, qui est avec le même organisateur, je ne sais pas si c'est un clin d'œil ou pas, le salon du barbecue qui est fait le lendemain. En tout cas en 2018, c'était ça. Sous-titré Autonomie et développement durable, c'est quand même très tentant. C'est par rapport à ce qu'on voyait, par rapport à ce sombre personnage Kurt Saxon. Et en fait, ce n'est pas un hasard en fait, que si les survivalistes sortent de leur bunker, se montre, en fait, c'est que le mouvement a profondément évolué depuis ses origines xénophobes, anticommunistes, et c'est ostensiblement modéré. En effet, en fait, si l'on convient qu'on ne naît pas survivaliste, mais qu'on le devient, on y est initié, autrement dit, en langage sociologique, à savoir que l'identité survivaliste
va provenir d'un processus d'incorporation de ce qu'on appelle un habitus culturel, l'incorporation de normes sociales, de capitaux, quel livre je vais lire, comment je vais me comporter dans une situation dangereuse, donc où j'aurais appris ça, dans des stages, dans des manuels, dans des vidéos, etc. etc. Autrement dit, la transmission des connaissances, du SAC, savoir-faire, aptitudes, connaissances survivalistes, a notoirement changé. Ce n'est plus Kurt Saxon, ce n'est plus les livrets en fait de ces gourous qui va définir l'expérience, mais plutôt quelque chose de l'ordre d'une expérience horizontale. Stage en groupe, c'est essentiel pour appréhender ce qu'est le survivalisme aujourd'hui, mais aussi une expérience numérique. La sociologue, je ne veux pas dire de bêtises, donc je ne dirais pas sa nationalité, mais Lina Ram aussi passe par là. Les forums de discussion, les chaînes Telegram sont essentielles, communauté YouTube, Facebook, même applis pour smartphone sont partie intégrante en fait de l'expérience survivaliste, l'expérience culturelle, de la construction de l'identité néo-survivaliste. Et aussi sont des terrains privilégiés pour le sociologue pour appréhender donc cette culture et nécessitent donc des méthodes. Et si vous voulez, on pourra y revenir soit dans les questions, soit après. Dans cette optique, en tout cas, s'il demeure toujours animé, je vais essayer de me dépêcher de terminer par une pensée anti-système incarnée par la méfiance dans ce qu'ils appellent la grille. The grid, les infrastructures de services, les systèmes, ou autrement dit, je les cite, les systèmes de dépendance à l'énergie, l'éducation, l'alimentation, la médecine. Autrement dit, pour être survivaliste, il faut être autonome en énergie, il ne faut pas forcément il faut faire de l'école buissonnière, il faut produire, être autonome en alimentation, et aussi il faut faire des médecines pas alternatives, mais ou pourquoi pas alternatives, ou apprendre des savoirs médicaux. Donc, s'ils sont toujours méfiants envers tout ce qu'ils appellent le système ou la grille, tantôt dans l'optique aussi de rompre avec les origines assez houleuses, celles de Kurt Saxon, celles des libertariens d'extrême droite, tantôt ne se reconnaissant absolument plus dans ces mêmes origines, c'est-à-dire se déclarant à la fois de gauche comme de droite, à la fois écologiste ou militariste, réactionnaire ou révolutionnaire, les survivalistes vont préférer un nouveau mot, les preppers, ceux qui se préparent. Et loin en fait de l'image d'Épinal très sensationnaliste, le néo-survivalisme va rassembler des profils très hétéroclites. On avait vu le tableau tout à l'heure. Certains vont être simplement inquiets, d'autres pessimistes, d'autres simplement prévoyants. D'autres, en fait, vont collaborer étroitement avec leur famille, leurs voisins, leurs pairs. D'autres vont plutôt faire de la survie strictement individuelle. Mais tous vont s'accorder sur quelque chose. L'identité survivaliste doit être construite en étroite relation avec la probabilité d'un risque à venir, ce qu'ils appellent les scénarios verts, accident de la route, perte d'emploi, petit bobo, on va dire, au scénario rouge, au scénario noir, le Teotihuacan, l'apocalypse, qui va durer plus de 72 heures donc. Le néo-survivalisme, autrement dit, est une culture probabiliste, on appelle en sociologie une culture du risque, intégrée à la société contemporaine dite société du risque, une culture de la rationalité, qui donc est une culture ou subculture en fait, parce que tout le monde n'est pas survivaliste, complètement légitime au sein de notre société, qui est issue de la volonté très rationnelle, donc d'anticiper les risques par le partage autour d'un réseau social, d'une connaissance anxieuse des aléas de son territoire, dans l'objectif, hors de toute croyance superstitieuse ou magique, très rationnelle donc, de rester maître de son propre destin, être acteur de sa propre vie, tout comme, disent les survivalistes, ajoute-t-il, sortir des systèmes de dépendance matérielle et idéologique. En effet, en fait, et c'est essentiel, si au départ Kurt Saxon prévoyait de préparer
à la survie essentiellement les WASP, les White Anglo-Saxon Protestant. Aujourd'hui, en fait, tous les niveaux socio-économiques tendent à partager une partie des craintes et des conventions et des convictions survivalistes, même les plus dures, les plus pures, en fait. Le fait est que les peurs qui animent le mouvement ont, elles aussi, changé. Crise économique, crise sanitaire, risque climatique, risque environnemental. Maintenant, retour du spectre d'une guerre mondiale. Ce matin, un sondage européen estimait qu'à peu près 51% de la population européenne, je crois que ça va jusqu'à 60% en France, dit que ça va péter avec la Russie d'ici quelques années. Les plus confiants, 77 jusqu'en Pologne, hein, je crois que les plus confiants cette fois sont les Italiens. Autour de 40% des Italiens estiment qu'il y a un risque dans les 10 prochaines années qu'on ait une guerre sur notre sol avec la Russie. Tout le monde peut se sentir concerné par le survivalisme, quelles que soient ses origines sociales, culturelles, géographiques, ethniques, quelles que soient ses origines idiomatiques aussi. Il y a ce qu'on appelle en sociologie des bonnes raisons de se préparer au pire, des bonnes raisons de devenir survivaliste. Est-ce alors à dire que les survivalistes sont... Pardon, est-ce alors à dire que les preppers sont en rupture de banc avec les survivalistes, sont radicalement différents? En aucun cas, en fait, je vous disais, toutes les études s'accordent à dire que, qu'ils soient de la vieille garde, survivaliste pur et dur, ou prepper, néo-survivaliste, on est toujours à peu près dans la même forme de culture. Leur culture est une culture de l'anticipation. Je parlais d'une culture du risque. Un jeu principalement avec des futurs alternatifs. D'ailleurs, les rares études sur le sujet le stipulent. Les survivalistes restent toujours plus dans la fiction que dans l'action. Ils sont plus dans le virtuel que dans le réel. Et c'est comme ça que l'on peut appréhender donc, cette culture. Je vais essayer de terminer assez rapidement pour laisser la place aux questions, hein. Malgré qu'en fait, ils étayent leurs angoisses sur la base de rapports scientifiques officiels toujours plus alarmants et toujours plus incontestables, hein, l'effondrement tel qu'il vient, tel que nous le prédit le GIEC, tel que nous le prédisent toutes les instances d'évaluation de la question climatique, économique ou autre, c'est incontestable. Les seules opportunités dont ils disposent pour se représenter le Teotihuacan, le monde d'après, ils les doivent en fait aux productions culturelles catastrophistes post-apo qui emplissent l'air du temps. Autrement dit, les films, les séries télé, les romans d'anticipation noire, désormais les téléréalités de survie. Vous avez Survivor qu'on connaît, Man vs Wild, etc. Il y a même des jeux concours sur la survie. Le meilleur survivant, où on gagne des skills, sont ce qu'on appelle en sociologie les seuls stocks de connaissances disponibles dont ils puissent se servir pour se représenter l'événement pour lequel il se prépare et les modalités du corps de survivant. Donc connaître le survivalisme, c'est aussi connaître les fictions essentielles du survivalisme qui vont être plébiscitées par le mouvement. Car le survivalisme, en fait, en faisant de la fiction une référence, un modèle, quel est le modèle idéal du corps du survivant? Là aussi, je vous renvoie à l'INARAM, son étude sur les masculinités, les stéréotypes de genre dans la culture survivaliste et le héros, type le John Rambo et autres. Les preppers participent en fait de ce qu'on peut appeler avec Adam Posamé une religion hyper réelle. En effet, en fait, l'univers survivaliste prend cohérence au sein d'une construction narrative, ce qu'on appelle donc un enromancement, dans lequel l'apocalypse n'est pas farfelu ou déconnecté du réel, mais pour la plupart du temps scientifique, mais aussi pop culturelle. Elle est scientifique et pop culturelle, elle est réelle et virtuelle, en fait. Elle est à la frontière du savoir expert et de la culture de masse. Elle est fondée non pas sur des signes, mais des preuves, la GIEC, le GIEC, pardon, la COP26, le FMI, etc., etc., et des références pop. Man vs. Wild, The Last of Us. Dit autrement, en fait, les survivalistes mettent sur un pied d'égalité le rapport Meadows sur les limites de la croissance et la route de Cormac McCarthy, qui, m'ont-ils déclaré, est plutôt de l'ordre d'un strict documentaire dans le monde d'après. Petit exemple,
et après on parlera de la question d'enromancement. Au printemps 2019, en fait, 4 survivalistes, ingénieurs informatiques, élèves infirmiers, étudiants en sciences que j'ai rencontrés dans un bistrot juste après un stage de survie. Dans un stage de survie dans l'entreprise, c'était un peu bizarre, dans le monde de l'entreprise, mais bon, on n'aura peut-être pas l'occasion d'en parler, j'ai parlé un peu trop, le survivalisme et le néolibéralisme. Mais m'ont annoncé, en fait, se préparer à un scénario bien précis, un virus zombie allait bientôt éclater. Et pour survivre, ils avaient aménagé une grande cave en centre-ville de Montpellier, protégée par un sas de décontamination improvisé. À l'intérieur, il n'y avait pas d'armes, il n'y avait pas de munitions, il n'y avait pas forcément de treillis militaires ou d'autres clichés survivalistes, mais une table d'opération. Et surtout beaucoup de gel hydroalcoolique, du matériel médical, des masques FFP2 pour sortir, disait-il, et aussi des DVD, des jeux de société, quand le confinement serait la dernière option. En fait, ils étayaient leurs préparatifs non seulement à partir de la série qu'ils regardaient tous et qui avait une bonne place dans leur bibliothèque, le comics donc The Walking Dead, mais également sur l'intégration au référentiel sanitaire de l'OMS en février 2018 de la maladie X, maladie qui n'était pas encore arrivée, qui allait potentiellement arriver, c'est-à-dire une potentielle pandémie qui provoquerait une crise sanitaire mondiale et des confinements nécessaires, obligatoires, et une contagion de toute la population. Bref, on était là dans un mélange à la fois singulier de recherche bibliographique, méthodique, rigoureuse, savante, scientifique, mais aussi d'imaginaire pop complètement fou, The Walking Dead, aussi toutes les fictions post-apo qu'il y avait dans leur bibliothèque, et des pratiques survivalistes qui, a posteriori, en fait, peuvent s'avérer cohérentes, rationnelles et même très perspicaces et salvatrices. Je vous rappelle qu'ils avaient du gel hydroalcoolique et des masques FFP2, et que quelques mois plus tard, c'était la ruée vers cela. Même l'État n'avait pas tout cela. En fait, on est ici dans ce qu'on appelle donc une religion hyper réelle. On est au cœur de l'hyper-réalité, cette ère dans laquelle nous vivons, marquée par, selon le sociologue Jean Baudrillard, la disparition du réel référent, l'ère postmoderne, l'ère du vide, en fait, dans laquelle nous ne pouvons plus qu'être soumis qu'à la fascination, nous dit Baudrillard, des simulacres, c'est-à-dire les marchandises, les outils, ultime en fait et incontestable autorité de nos sociétés marchandes, de nos sociétés désenchantées. Le sociologue Adam Posamé considère ces simulacres marchands comme étant le pur produit de la pop culture, dans lequel les signes obtiennent leur signification et, je cite, leur relation entre eux plutôt que par référence à la réalité. C'était les 5C, c'était le sac, etc. etc. Définir en fait le survivalisme de cette manière, c'est d'une part le voir comme une religion. En sociologie, on aborde le terme de religion comme étant à la fois une nouvelle forme de religiosité. Une religion, c'est pas forcément une religion établie, en fait, une religion officielle, mais une forme de relecture, religérée et une reliance autour de ces éléments de relecture, ici la pop culture, les scénarios apocalyptiques, scientifiques ou pop culturels, qui permet en fait d'assurer la cohésion de groupe de tous ces individus qui aujourd'hui ne sont plus définissables par leur identité, comme le souhaitait Kurt Saxon à la base, raciale, les WASP. En fait, ici, on est vraiment dans une culture de la fiction, qui, en fait, a toujours été présente dans le mouvement. Kurt Saxon a écrit une petite nouvelle de fiction, les Killers Caravan, qui a été utilisée, je rappelle, par Donald Trump lors de son premier mandat, les caravanes de pillards,
qui allait déferler du Mexique. On va retrouver ça chez Kurt Saxon, mais dans tous les livrets, les livrets de survie dans lesquels il y avait du do it yourself, nous apprenait à faire des armes, à bivouaquer, à faire des bombes, etc., qui étaient distribués à partir des années 60-70, ainsi que le manuel Survivor. On pourrait retrouver la fiction comme étant en fait un modèle. Certaines ont même The Coming Dark Age de Roberto Vacca a reçu le prix Hugo, qui était présente aussi dans l'univers survivaliste, où on représentait là aussi beaucoup de clichés racistes, mais aussi des personnalités, des groupes soumis à la survie, et donc on est toujours dans la morale, une forme de social-darwinisme aussi, voilà. Aujourd'hui, en fait, cette tendance à la fiction se radicalise, étant même en fait à s'amplifier. Les médias sociaux deviennent de véritables arènes où on peut comprendre en fait la construction du style, comme on appelle en cultural studies, de la culture survivaliste, car les survivalistes cette fois discutent clairement, librement en fait de leur angoisse, mais aussi vont créer vont co-créer ensemble, discuter de quel sera le meilleur scénario, quelle sera la meilleure solution en fait pour se sortir en fait pour survivre, pour sortir de la merde, mais aussi tout simplement quel sera le meilleur scénario en cas de perte d'emploi, en cas d'accident de la route, en cas de virus zombie, pourquoi pas, d'attaque terroriste, de guerre nucléaire. En fait, en référence à l'historien Michel Pastoureau et à Aurélien Fouillé, auteur de l'Empire ludique, Playtime, j'identifie cela à la notion, une forme d'enromancement dans lequel le jeu avec les futurs alternatifs apocalyptiques sert de dérivatif à la disqualification sociale et va permettre d'inscrire sa propre vie, désenchantée au sens du sociologue Max Weber, c'est-à-dire aliénée, bureaucratisée, technicisée, prévisible, absurde ou sans aucun destin transcendant. Nous ne sommes que des pions dans un échiquier, dans la routine, dans le système. Inscrire sa propre vie donc dans un canevas idéal, plus trépidant que la prévisibilité du quotidien et la routine du métro boulot dodo. Littéralement, en fait, la notion d'enromancement permet de saisir qui permet de saisir l'univers survivalisme. C'est à partir des histoires qui vont être racontées. Ces histoires sont essentiellement vécues dans les stages de survie, donc en finalité, participer à un stage de survie, il y a plusieurs modèles. Alors, je n'ai pas pu le faire celui-là, mais il y en avait un en 2012 qui se passait sur les toits de Barcelone, où on faisait une sorte d'acrobranche, en fait. Je pense que c'était lié à la montée des eaux, mais la plupart du temps, c'est stage de survie en forêt, stage de survie en période hivernale, voilà. C'est des sortes de scénarios, en fait, où le survivaliste va se raconter une histoire, va créer une socialité, va enromancer sa vie, son quotidien, pour se sentir mieux vivre, se sentir quelque chose de plus et sortir de cette question d'absurdité, en fait. Je ne suis plus rien dans mon quotidien. Je vous disais, littéralement, romancer désigne l'action de mettre en roman, en langue romane, en langue vulgaire, en fait. C'est un processus d'adaptation culturelle, le passage donc de la langue latine à la langue romane, mais le terme, pour l'historien Michel Pastoureau et pour le sociologue Aurélien Fouillé, dépasse la question littéraire. Pastoureau, en fait, emploie le terme pour renvoyer un processus culturel. Il observe en fait qu'à la fin du Moyen-Âge, les nobles commencent à donner à leur enfant un nom arthurien, issu du cycle arthurien, du cycle de la table ronde, Arthur, Lancelot, Tristan, ce qui ne se faisait pas jusqu'alors. On redécouvre en fait le cycle arthurien, et en le redécouvrant, on utilise ces noms-là, en fait. En sociologie, on le sait, la sociologie du prénom, on va chercher les noms anciens quand on a des enfants parce que ça nous rassure. On va chercher des noms nouveaux parce qu'on est plus à la Elon Musk, on est plus dans le progrès avec je ne sais plus comment ils s'appellent, tous ces enfants. Dans le nom, en fait, il y a toujours une vision aussi du monde social. Ce que nous dit, en fait, Michel Pastoureau. Pour lui, en fait, le roman
en particulier le roman arthurien, le cycle arthurien, ne sert pas seulement à raconter des histoires, mais il influence profondément l'identité sociale. En d'autres termes, ce qu'il appelle donc l'enromancement du nom décrit comment la littérature romanesque devient un modèle identitaire auquel les gens peuvent s'identifier. Les noms de héros ne restent plus purement fictifs, autrement dit, mais sont incorporés dans la vie réelle. C'est ce que nous apprend donc pour Pastoureau l'onomastique médiévale. Ce concept donc s'inscrit dans la réflexion de l'historien Michel Pastoureau beaucoup plus large sur l'imaginaire, la symbolique, la fiction médiévale dans une histoire symbolique du Moyen-Âge occidental. L'historien montre en fait que l'imaginaire, les récits, les fictions, les symboles ne sont pas séparés du réel. Au contraire, ils participent pleinement à la structure sociale. En bref, cette notion d'enromancement, ce que fait le survivaliste, c'est raconter une histoire, mais aussi utiliser des prénoms. On a un survivaliste assez connu, Piero San Giorgio. On parlait tout à l'heure de Volvest aussi, c'est un pseudo. On parlait tout à l'heure de Kurt Saxon, le saxon brutal. C'est désigner en fait la manière dont nous vivons à travers les récits, désigner la manière dont nous vivons à travers des histoires et comment ces récits ou ces histoires n'ont rien de superficiel, mais au contraire révèlent d'un potentiel identitaire, d'un potentiel réalisateur pour le self. En fait, en se racontant, on dévoile et parfois même on incarne ce héros-là, ou en tout cas on incarne dans la fiction des aspects de soi qu'on aurait du mal à exprimer autrement. Ce qu'on appelle une identité narrative qui va dès lors servir à créer du lien, à s'ancrer, à s'affirmer dans ce que la sociologie appelle notre ère de l'absurde, notre ère des simulacres, notre ère des vides, et qui va essayer de nous ancrer face à ce qu'on peut retrouver avec le philosophe et sociologue Cornelius Castoriadis, face à la montée de l'insignifiance. Le problème essentiel, c'est que le monde d'après, et on va terminer là, pour le survivaliste, est un monde en fait complètement délirant, un monde complètement délirant, mais pas contre-culturel. Même si chez Kurt Saxon, c'était une contre-culture, contre la dérive en fait de nos sociétés. On voit bien en fait l'histoire qui est racontée, c'est celle de la cigale et la fourmi. Il y a des personnes qui ont tout prévu, qui ont vu l'hiver venir, qui ont accumulé leur stock, et puis il y a nous autres. Qui sommes à l'université, qui discutons, qui palabrons, qui ne sont pas dans l'essentiel, mais plutôt dans le superficiel. Et cela mérite de disparaître. À côté de cela, il y a aussi le responsable de tout cela. Tout le système est pourri à la base jusqu'à la moelle. Nous sommes des assistés, des dégénérés. La société nous transforme en mutilés du confort, m'a-t-on déclaré. C'est pas forcément notre faute, c'est la faute de quelque chose de plus grand. Et donc, le seul moyen de s'en sortir, c'est... excusez-moi, voilà. De incarner cette histoire à travers des stages de survie, à travers les stocks que l'on va accumuler. Mais à bien y réfléchir, en fait, c'est incarner une histoire un peu fallacieuse, qui va se baser sur des arguments faux, des arguments fallacieux, des logiques fallacieuses, ce qu'on appelle l'appel à tradition, retour vers le passé. Il existait, comme Kurt Saxon le dit, des savoirs oubliés, que le système nous a... le système qui est donc l'éducation, le confort, la culture, l'accès aux soins, etc., nous a fait oublier. Et donc, il faudrait faire une marche arrière, un retour en arrière. C'est l'idéal. Et idéalement aussi, il faudrait retrouver pour le survivaliste une certaine primitivité, une certaine élan des origines, ce qu'on appelle donc l'argument de la nature. Bref, en fait, il faudrait faire appel à ce qu'on pourrait voir chez le politologue Paul Taggart, le Heartland, la patrie du cœur. L'utopie, en fait, non pas d'une société idéale qui peut être atteinte dans le futur, mais d'une société homogène, je cite Taggart, composée d'une population pure, vertueuse et moralement supérieuse qui aurait existé par le passé, qui pourrait être restaurée.
une population, en fait, que beaucoup de populisme contemporain, selon Taggart, vont utiliser. MAGA, les MAGA, Make America Great Again, hein, on va restaurer en fait quelque chose qu'on n'a pas connu, qui est basé en fait sur énormément d'arguments fallacieux. Et donc, on va terminer là, sinon ça fait trop de temps. Le survivalisme, pour l'appréhender, c'est essentiel de comprendre l'histoire qui est racontée. À partir de cette histoire, on peut comprendre les multiples pratiques, les multiples cultures survivalistes, les multiples comportements. Donc, si vous voulez, on peut discuter de méthodologie, en fait, de comment appréhender les survivalistes. En sociologie, il existe différentes techniques, hein. Vous l'avez vu, je vais vous citer des extraits d'entretien. Ce qu'on fait de l'entretien en sociologie, donc, c'est aller voir les personnes, essentiellement ce qu'on va appeler des informateurs, discuter avec eux de leur angoisse, rentrer dans le jeu. Toujours, en fait, respecter l'histoire qui est racontée. J'ai eu l'occasion de parler de cloche de l'apocalypse, de pandémie. Alors, pandémie, c'était un peu rigolo parce que je vous disais, c'était un peu inadéquat, on sortait de la grippe A. Mais il faut toujours jouer le jeu en fait de son informateur. C'est une technique. C'est pareil quand on participe à un stage de survie. Vous avez des stages de survie qui sont très sérieux, qui sont plébiscités. Il y a une volonté actuellement. Donc ça, ce qu'on appelle en sociologie de l'observation participante. L'observation participante, c'est aller observer et participer. Ça nécessite des techniques qui sont issues de l'ethnographie classique. L'ethnographie classique, en fait, c'est prendre un petit manuel et noter tout ce qu'on voit. Le journal de terrain, en fait. Mais on s'est rendu compte qu'on pouvait mieux comprendre, mieux apprendre en participant aussi à son terrain. Et donc, vivre avec vivre les mêmes expériences que le survivaliste. Que les stages de survie. Alors bien sûr, il y a du team building, je vous parlais de stages de survie en entreprise, il y a un peu de tout, mais j'ai eu l'occasion de rencontrer des stages de survie très sérieux. Il y a la volonté actuellement chez des acteurs du mouvement. Je me souviens plus, ça a 2 ans, j'ai participé à une audition là-dessus pour encadrer les bons et les mauvais stages de survie, parce que vous savez qu'il y a eu je ne sais pas si vous savez, il y a eu des dérives, hein, des personnes qui sont décédés après un stage de survie parce qu'ils avaient consommé les mauvaises plantes, mais des stages de survie très sérieux où on va nous apprendre à la fin à construire un arc et des flèches. On est toujours dans une histoire. C'est ça qui est essentiel. Et enfin, là où l'histoire doit être la plus respectée, c'est la méthode que l'on doit à Robert Cosinette, qui, dans les années 2000-2005, si je ne me trompe pas, a étudié pour la première fois les forums de discussion online, donc notamment les forums de discussion de la série X-Files. Et comment, en fait, vous connaissez la série X-Files. La série X-Files, en fait, c'est une série très particulière qui nous montre l'existence d'un grand complot mondial. Là aussi, on parle de système. Des personnes qui sont à la fois qui sont dans un monde en romancé aussi. On sait que c'est de la fiction, mais comme l'est aujourd'hui QAnon, le mouvement de Q, qui fait référence tantôt à des événements réels, mais aussi à énormément de fiction. Hein, dans les références, Q va dire, regardez, dans le Titanic, on a une preuve de l'état profond, regardez dans tel film, etc. Va piocher tant dans la fiction que dans des événements qui auraient eu lieu. X-Files, on est un peu dans ce même principe, et les fans de X-Files sont dans le même principe. Et pour les interviewer, il y a une méfiance, tout comme les survivalistes, avec l'universitaire, avec le journaliste, avec le chercheur. Et donc, il faut toujours jouer le jeu de la fiction. Et Cosinette a proposé l'ethnographie du web. L'ethnographie du web, c'est une méthodologie de terrain qui vise à faire comme un ethnographe, pareil, sur son terrain, à entrer sur le terrain en premier lieu, à délimiter là où commence, là où s'arrête son terrain, autrement dit, dans les communautés survivalistes, là où on va toucher à la collapso, là où on va toucher en fait à la préparation, là où on va toucher à tel outil de communauté. Est-ce que c'est des doomers, des apocalyptiques complets, est-ce que c'est des autonomistes, est-ce que c'est des zadistes, etc. Et identifier qui vont être les acteurs du mouvement. Du newbies, ça on le doit aux cultures de consommation nord-américaines, du newbies à l'influenceur complet, et essayer de parler à tout le monde pour arriver
à ce qu'on appelle une description dense de la culture. Une description dense de la culture, c'est, comme j'ai essayé de vous le faire, c'est utiliser les termes de la culture pour la décrire. Les mots qui sont utilisés, pas trop intellectualiser, même si sur la fin j'ai essayé de plus intellectualiser, rendre compte en fait d'une rationalité de la culture. Le but c'est tout en ayant une approche ancrée, une approche, une méthode ancrée, c'est-à-dire dialoguer l'empirie et la théorie, essayer en fait d'être accepté comme étant l'expert de la culture pour être d'avoir une approche, c'est la déontologie de la recherche en ethnographie, essayer en fait d'être accepté comme l'expert et d'être cité par les grands théoriciens. À cet égard, et je terminerai là-dessus, même si je ne veux pas trop en parler, parce que ça s'est assez mal passé au départ. Quand j'ai commencé mes recherches en 2012, dans cette optique ethnographique, j'allais un peu fouiller la merde en fait, essayer justement, sociologue critique, essayer de soulever les problématiques. Après, je me suis vite rendu compte que j'étais face à des obstacles si je faisais le troll en fait. Autrement dit, sur les réseaux ou même dans les stages de survie, toujours contredire, ça ne marchait pas, même si c'est des méthodes en sociologie, le breaching, toujours aller dans la rupture, pourquoi pas. Mais là, ça ne marchait pas. J'ai été menacé par un grand influenceur, je ne dirai pas son nom, menacé de mort aussi par, là je peux dire son nom parce que je m'en fous, en tout cas non, ce n'est pas lui directement, donc je ne dirai pas son nom, mais par Prenons le Maquis, un groupe affilié à Égalité et Réconciliation. On m'a menacé d'être égorgé quand, bon là aussi on était dans un effondrement aussi, c'est difficile, des aspects difficiles parce que je vous ai parlé de choses cool, de choses assez cool, un peu sensationnalistes, mais on peut parler aussi des questions de grand remplacement. Il y a ces peurs aussi. Grand remplacement, cet grand remplacement de la population française, de souche, etc. Donc, ce n'est pas mes termes, mais ce qui est dit. Notamment, vous avez le groupe Égalité et Réconciliation qui prépare des stages de survie pour lutter donc, contre l'invasion musulmane, islamiste, comme on veut. Il y a beaucoup de stages de survie comme ça, mais ça, je n'ai pas voulu participer, mais qui se passent aussi à l'étranger. On nous apprend à lutter contre le terrorisme, mais je n'ai pas participé. Donc j'étais menacé jusqu'à il y a peu, en fait, jusqu'à 2018, quand j'ai sorti mon ouvrage, en disant non, mais lisez. Ces groupes-là, on dit lisez quand même, parce que justement, c'est cela aussi la méthodologie propre développée par Robert Cosinette. Entrer au fil du temps, être un newbie jusqu'à comprendre vraiment tous les rouages, essayer de situer toutes ces cultures-là et surtout essayer de restituer une certaine rationalité. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais terminer là. On ne parlera pas de capitalisme absolu. Merci. Que demain matin, pour les étudiants et étudiantes de l'école, j'ai invité Bertrand à suivre une partie du cours écrit d'artiste. Et on regardera également un long métrage français réalisé sur un jeu vidéo qui s'appelle Days. Le film s'appelle Needs Island. Et le jeu vidéo est un jeu vidéo de survivalisme. Et donc c'est un documentaire sur le survivalisme inclus dans un jeu vidéo de survivalisme. Bref, on sera donc ici même demain matin dès 9h et jusqu'à, je pense, 11h avec Bertrand. Donc si vous voulez aussi lui poser des questions, demain ce sera possible. Mais on a peut-être le temps pour une ou deux questions s'il y en a. Lucille ? Juste, tu as évoqué très brièvement, je crois, les stages et les dérives de ces stages, sachant que tu as participé à certains. Moi, j'avais plutôt entendu, notamment Mathieu Burgalassi, parler de la grande violence en fait, qui y avait à l'intérieur. Au-delà des questions de risque de manger une plante, en fait, c'était presque des trucs de... Je sais pas si c'est le bon terme, mais un peu... Ouais, non, j'ai peur de dire une connerie sociologique, mais de mascus entre eux qui font preuve... Voilà. Oui, parce qu'il y a cette quête identitaire. Mais en tout cas, moi, je la situe dans notre... On n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais c'est pour ça que je voulais aborder la question du capitalisme absolu, parce que
C'est une théorie de Franco Berardi, un anarchiste italien qui développe cela. En fait, la lutte aujourd'hui, ce n'est plus la lutte des classes, mais en fait, c'est une lutte complètement abstraite, une forme d'idéologie complètement épousée par les survivalistes, qui se fait entre des populations abstraites, les winners versus les losers. Alors bien sûr, les survivalistes vont se placer, comme tout le monde, on se place du côté des winners, c'est pareil. Est-ce qu'on est Apple ou PC? Est-ce qu'on est PlayStation ou est-ce qu'on est Xbox? Il y a des luttes permanentes en fait, et chaque fois on va complètement disqualifier l'autre jusqu'à, et ce que les survivalistes le font, être un shit by birth, une merde humaine, quelque chose de complètement dégénéré. Ça, je pense que ça vient en fait du déclin de ce que Max Weber appelle le désenchantement du monde, l'ère du vide chez Lipovetsky, notre société postmoderne où on n'a plus du tout d'identité fixe. T'as mieux. Max Weber l'a montré, on a une identité qui est numérique, qui est liée à un numéro étudiant, un numéro administratif, un numéro de sécurité sociale, etc. etc. Mais derrière cette identité-là, on sent une sorte de désillusion, et donc on a la volonté de chercher de nouvelles identités. Je pense que le survivaliste fait ça en permanence. Je n'ai pas vu que des stages masculins, moi j'ai vu des choses qu'on retrouvait dans les années, alors que je n'ai pas vécu, mais dans les années des années 30 aux années 80, chez le scoutisme en fait. Ce qui me choque dans le survivalisme, c'est cette tentation, et ça les auteurs, même Urgalassi le précise, cette volonté d'astreindre les individus à un rôle, en fait, d'astreindre les individus à une identité. Je vous disais, le survivaliste est le bisounours. Si on n'est pas survivaliste, forcément, on est un deserve to die, quelqu'un qui va disparaître, et tant mieux, bon débarras. C'est là où est la violence. Il existe des stages de survie féministes aussi. En 2012, quand j'ai commencé, il y avait parce que c'était vraiment le boom, le calendrier Maya. Quand on se plonge là-dessus, et ce que disait Sylvain Durif, n'ayez pas peur, parce que c'est l'ère du Verseau. C'est l'ère du Verseau, c'est le retour du Christ sauveur, donc du Christ cosmique, et ce qu'il va nous apporter, c'est l'amour. À Barcelone, il y avait aussi ça. Je crois qu'il y en avait vers Perpignan aussi également, des stages où on nous apprenait l'amour universel. Ce qui est une utopie sociologique contienne, très vieille. Mais en fait, c'était ça. Notre société est trop rude. Donc, on trouvait de ces stages-là aussi, qui étaient très hippies, et c'était des stages qui ressemblent énormément aux stages qu'on connaît aujourd'hui, reconnaître les plantes. Ah, cette plante, elle soigne, cette plante, elle est bénéfique, la nature est merveilleuse, etc. etc. Donc oui, il y a de la violence. Pour moi, c'est une violence que j'appelle campiste. Violence campiste, mascu, si on veut, stéréotypée. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vision nuancée du monde. Une fois qu'on a cette histoire en tête, quelle qu'elle soit, soit on a perdu notre identité de viril, il faut se retrouver cette virilité perdue, soit on a perdu, enfin voilà, on a toujours perdu quelque chose chez les survivalistes, et il va falloir le retrouver, et c'est là que se fait cette violence, ouais. J'ai l'impression en tout cas. Mais oui, je suis d'accord, c'est un apprentissage d'une vie plus rude, plus authentique, retourner à l'instinct et refuser tout ce système qu'ils appellent superficiel, et donc retourner sur des bases qui sont fallacieuses, hein. Oui, il y a du virilisme, il y a du masculin, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Merci à Bertrand Vidal pour cette conférence, et merci à toutes et tous d'avoir été là ce soir.